Do you want a balloon too, Georgie? Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, le podcast créé dans l'ambiance du confinement pour parler ensemble de séries, de films, de livres et de jeux vidéo. Aujourd'hui, nous inaugurons un format un peu particulier puisque nous allons parler des sorties de mai-juin 2020. Cela va nous permettre de discuter des œuvres qui nous tiennent à cœur, mais dont nous n'avons pas encore parlé dans de précédentes émissions. Au programme donc, 4 films, 7 séries, un livre et un jeu vidéo. Accrochez-vous, ça va être chargé. Je suis Thierry, et avec moi pour en discuter, nous avons Ugur. Salut. Michael. Salut. Et Céline. Hello. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec le cinéma. Le premier film de l'émission va être Pinocchio et c'est Michael qui va en parler. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de sorties en mai-juin au niveau cinéma, mais on a eu de la chance d'avoir Pinocchio de Matteo Garonne, qui après Dogman, qui était un film très dur et très fort, il est parti plus vers le conte pour enfants que pour le conte dramatique et horrible d'un homme avec ses chiens. Et donc c'est vraiment Pinocchio, une perfection cinématographique qu'on a très rarement vue. Matteo Garonne sublime la cruauté des adultes et l'impertinence des enfants dans ce film. Le film ne laisse personne indemne, que ce soit Pinocchio qui est un gosse terrible, impertinent, qui du coup lui arrive les pires merdes au monde. Au bout d'un moment, tout le monde connaît Pinocchio, Walt Disney l'a rendu connu, mais en fait le conte de Matteo Garonne est totalement plus proche, je pense, du vrai conte italien. Il y a ce côté cruauté qu'on avait moins, je trouve, dans le dessin animé. Et en plus, il y a plein d'acteurs connus en Italie, surtout Roberto Benigni qui a joué lui-même déjà un Pinocchio. Donc c'est marrant de le voir cette fois, lui, en père, en Geppetto, et non pas en Pinocchio. Genre c'est vraiment... je pense que le choix n'est pas anodin de Matteo Garonne pour ce personnage-là. Et puis c'est aussi intéressant de voir que Walt Disney, de son côté, refait des lives avec des CGI horribles, comme Cats par exemple. C'est pas Walt Disney, mais c'est vraiment terrible les effets spéciaux. Et là, non, c'est tous des costumes. La femme escargot qui a une grosse coque d'escargot et des petites antennes. Et c'est beau à voir pour les yeux, c'est baroque, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé ce film. Et voilà, je le conseille à tous de voir Pinocchio. Tu l'as vu toi aussi, Céline? Moi aussi, je l'ai vu avec toi, du coup, j'avais pas le choix. Ne parlons pas de notre vie personnelle au public, s'il vous plaît. Mais j'avais déjà beaucoup aimé son précédent film, je parle pas de Dogman, mais de Tales of Tale. Il avait adapté les contes, mais de manière originelle, style les contes de Perrault ou les contes des frères Grimm. C'est un film à voir, si vous avez aimé Pinocchio. Dans l'imagerie, ça faisait très baroque aussi, du coup. Et c'est des contes très sombres, au final. Voilà, gothique. On va dire c'est pas des contes pour enfants, c'est des contes plutôt adultes et cruels. Donc j'avais beaucoup aimé retrouver la même ambiance dans cette adaptation. Surtout que je pense que Matteo Garonne, il aime le conte en général. Dogman est un conte aussi, avec une morale en plus. C'est vraiment un cinéma un peu spécial. Ça fait très réaliste, je dirais, ouais. parce qu'il y a le côté misérabiliste, ça fait aussi très histoire proche du peuple. Il avait aussi fait Reality, qui est, on va dire, un conte cruel mais moderne à voir. En fait, j'ai envie de dire, regardez toute la filmographie de Matteo Garonne. C'est pas aussi quelque chose d'italien, parce que je pense aussi à Lazzaro Felice, qui était très conte dans le même genre, oui. de Alba Rossarcher. Et moi, je viens de lire Les aventures de Pinocchio de Collodi. Et en fait, il faut savoir que c'était une publication dans un journal pour enfants. Du coup, c'est très très dense. C'est des chapitres de 4 pages où il y a une aventure et à chaque fois un peu un cliffhanger. Et je voulais savoir si dans le film vous avez ressenti ça. Est-ce que vous avez senti que c'était dense? Ça faisait un peu épisodique, je dirais. Justement, une aventure en emmène une autre. Et mais après, je trouve que c'est aussi le format du conte en général, justement. Non, mais là, il y a vraiment beaucoup d'aventures. Je suis plutôt d'accord que c'est vraiment des parcelles. Ouais. Il y a ce moment où il rencontre Gâteau et du coup, il se fait arnaquer. Ouais. Et ça le mène à autre chose. Puis il se retrouve dans une baleine. Tout le monde Ouais. connaît. Et c'est vrai que ça a vraiment ce côté épisodique de cruauté. Et du coup, t'as beaucoup aimé la lecture d'un conte? Du coup, ça devient superficiel parce que ça va très vite. Après, c'est aussi l'aspect conte, donc pour maintenir l'enfant lecteur éveillé. Mais oui, c'est assez plaisant à lire. Assez lassant sur la fin. Donc, allez voir Pinocchio sur Amazon Prime. Le deuxième film de l'émission, c'est The Lovebirds. Et pour ça, je vais laisser la parole à Ugur. Comme Mika a dit, il n'y avait pas eu de beaucoup de sorties et surtout,
comme les autres sont plus futés que moi, ils ont pu voir les meilleurs films et j'ai pris ce qui restait. Lovebirds, pour moi, c'était l'une des meilleures comédies romantiques que j'ai vues jusqu'à maintenant pour cette année. C'est réalisé par le réalisateur Michael Showalter, sorti le 22 mai sur Netflix avec Kumail Nanjiani, je suis pas sûr de prononcer correctement, connu pour son rôle dans Silicon Valley, The Big Suck and Stuber, et Isare que je connaissais pas, que j'ai vu pour la première fois dans un film. Elle est géniale. Regardez sa série Insecure, d'ailleurs la saison 4 qui est sortie. Ok. Juste pour résumer rapidement, je suis un couple qui passe par une mauvaise phase et un jour il y a un policier qui débarque et qui prend leur voiture pour faire une course-poursuite. Finalement, ils assistent à un meurtre d'un cycliste et surtout c'était épique comme scène de meurtre, il faut vraiment le voir, où il passe plusieurs fois sur le cycliste et le regard des personnages sont excellents. J'ai beaucoup aimé parce que c'était un humour très léger et j'ai passé un très bon moment et je conseille les gens qui veulent passer un petit moment rapidement en 1 heure, 1 heure et demie. Et du coup, c'est plus une comédie romantique ou un espèce de thriller, vu comment tu présentes le truc, s'il y a un meurtre? Personnellement, j'ai trouvé qu'ils avaient mis la romance en deuxième plan et il y avait ce mystère pour essayer de résoudre le meurtre. Certes, il y avait une partie romance qui venait souvent, mais c'était tellement bien ajusté. Comme tu dis, on peut peut-être le classer aussi comme thriller. En fait, c'est juste que c'est plus une histoire de thriller et... Avec un peu de romance, ouais. Bah, l'idée, c'est que c'est un couple qui est sur le point d'éclater Ouais. et qui se retrouve pris dans un engrenage qui va peut-être les aider à faire survivre le couple. Ouais. Oui, ils sont en train de passer par une mauvaise phase, genre en mode faut peut-être qu'on arrête, etc. Et finalement... Ah oui, alors autant résoudre un meurtre, quoi. Voilà. Mais c'est moi ou la bande-annonce, elle donne tout, en fait, toutes les informations Ouais, du je- film. Bah, en fait, ça me tentait il y a bien, hein. la scène du meurtre qui est vraiment épique. Moi, j'ai kiffé. C'est dommage qu'ils mettent les trucs les plus importants dans la bande-annonce, mais c'est le problème de Netflix. Ouais, C'est le ils problème ont- de tout. Hein. Ouais, des bandes annonces en général américaines, ils aiment bien tout dévoiler. C'est un peu comme ce que tu disais avant, ils prennent les spectateurs pour des cons. David Lynch a dit il faut toujours écouter David Lynch. Les bandes annonces Amen. sont la mort du cinéma. Alors, lui, Avec le nouvelle dramatisme génération. de David Lynch aussi. Qu'il soit béni. Et The Lovebirds, c'est un peu des gens ordinaires qui se retrouvent dans une aventure extraordinaire. Ça fait penser à Search Party, dont la saison 3 sort en juillet et qui est réalisée par Michael Showalter. Donc j'ai l'impression que c'est proche. Moi, j'ai préféré la série quand même. J'ai moins aimé le film. J'ai l'impression que c'est un thème de film que Netflix essaye de sortir. Les gens ordinaires. On a vu le film avec Jennifer Aniston et Adam Sandler qui se retrouvent aussi dans un Who Done It. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un genre de film que Netflix va sortir. C'est pas plus de tête, c'est amusant. Comédie romantique. Quoi. Ouais. Ouais, mais en fait, ils font passer ça pour des comédies romantiques, mais moi je trouve pas ça vendeur de dire comédie romantique. Bah non, mais parce que personne n'aime les comédies romantiques. Silence gênant. Mais si, on personnellement, aime moi, les comédies romantiques. Non. Personnellement, j'ai pas trop regardé la catégorie. C'est plus, j'ai vu la bande-annonce, ça me plaisait bien. Là, ça t'a attiré. Ouais, donc je suis allé. C'est comme l'horreur, c'est comme le drame, c'est comme le Mais thriller. personne il y a- n'aime l'horreur. Non, mais Mickaël. ce que je veux dire, c'est qu'il y a des codes Voilà. de la comédie romantique. C'est toujours un couple, voilà, ça va pas Mhm. très bien, et puis d'un coup, il leur arrive des aventures. Ouais. Bah, je trouve que ici, le truc qui est bien, c'est l'Indien. Ah. Genre, il joue dans plusieurs films là en ce moment. Et je pense que c'est une petite étoile montante du cinéma hollywoodien. Oh, c'est mignon. Et ouais, je trouve qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Et il a une très bonne tête. Et en plus, on l'a vu dans des rôles un peu comiques dans Silicon Valley, mais là, je trouve qu'il faisait homme plus, avec, tu sais, une barbe mal rasée, tout ça. Ouais, ouais, tout à ouais. coup, il faisait moins drôle et plus homme. C'était assez marrant. Bah, il se muscle pour son Ouais. prochain film, là, le blockbuster The Eternals. On l'a tous vu en couverture de GQ. Qu'est-ce que tu lis, toi, dans mon dos hein. Donc, allez voir The Lovebird sur Netflix. Ça va être à moi, parce que moi, je vais vous parler de Jumbo. Je triche un peu parce qu'il sort en France le 1er juillet. J'ai plein de raisons de parler de ce film. D'abord, j'aime bien les films qui parlent de romances un peu particulières. Et là, on va parler d'une femme, enfin une jeune fille, qui tombe amoureuse d'un manège, d'une grande roue. C'est un peu la scène où elle rentre dans le manège et elle s'envoie en l'air. Vous avez tout de suite compris le jeu de mots. Et ce qui s'est passé avec ce film, c'est que j'ai réservé une avant-première du lundi 16 mars et que le confinement a commencé le 14 mars en France. Donc j'étais dégoûté parce que ça faisait 2 semaines que je voulais aller au cinéma et c'était enfin à la porte. Finalement, il y a eu le Champs-Élysées Festival qui a mis sa programmation en ligne gratuitement, donc j'ai pu voir Jumbo. Bref, l'actrice principale, c'est Noémie Merlan,
qui est une star montante pour le coup du cinéma français avec Portrait d'une jeune fille en feu. On l'a vu avant ça dans... moi j'ai vu plein de films avec elle, je l'aime beaucoup. Par contre elle filme toujours un peu à poil. C'est toi qui fétichise d'elle en fait. Je suis un peu fétichiste d'elle, ouais, c'est vrai. Et donc c'est un peu un film d'apprentissage parce que c'est une jeune fille qui est considérée comme un peu exclue, qui va du coup travailler dans un manège et tomber amoureuse d'un manège. Avec ça, elle va découvrir l'amour, parce qu'en fait, elle a jamais eu de petits copains ou de copines, donc ça va être son premier amour. On va voir peu à peu le regard des gens, de sa mère, qui va trouver ça bizarre, ou essayer de l'accepter, mais ça va entrer dans ça. Mais surtout, dans le film, ce qui est intéressant, c'est des scènes qui sont très esthétiques. Il y a des scènes qui vont ressembler à, par exemple, à Under the Skin, sur un fond noir, et des scènes vraiment très oniriques, c'est très très beau, et c'est vraiment ce qui m'a plu. Et aussi toutes les scènes de néon, parce que c'est forcément un manège qui fait plein de lumière, et du coup c'est très visuel. Mais en fait c'est pas tout à fait un top, parce que je suis très très déçu par la fin de ce film, donc je peux pas trop en parler, mais j'ai trouvé que le film faisait un virage à 90 degrés, et puis redevenait trop réel, alors que tout ce qui était onirique était juste magnifique. Et que nous, en tant que spectateurs, on aimait voir cette romance un peu bizarre. En tout cas, moi, j'aime bien ça, comme je l'ai dit. Je peux vous fournir une liste de films bizarres comme ça. Mais voilà, donc ça sort le 1er juillet. # allez tous au cinéma, donc c'est quand même un film à voir. Donc allez le voir. Moi, je suis dégoûtée du coup parce que je voulais aussi le voir en ligne par le Champs-Élysées Film Festival. Je me suis dit, en plus, je suis pas en France, alors ça aurait été parfait. Et pour la petite anecdote, je me suis préparée genre une demi-heure à l'avance, en mode... J'arrêtais pas d'actualiser la page, et au dernier moment, t'as leur serveur sur Internet qui plante totalement, parce que je sais que quelqu'un d'autre aussi que je connais regardait, et puis elle a fini par le regarder sur son portable. Tu vois, donc... Quelle horreur! Mais j'ai pas pu le voir, et je suis bien dégoûtée, parce que c'est vrai qu'il m'intéressait pas mal le film, et surtout les films comme ça de fétichisme. C'est vrai. Non, mais je critique pas. Justement, moi je l'avais raté en avant-première. Je me suis dit, là je vais rater aussi, parce qu'il m'est arrivé la même chose que toi. J'actualisais, je suis parti sur un autre film, genre abandon total. Et 1h30 après, je suis revenu et j'ai réussi à voir le film. Donc j'ai eu un peu de chance. Parce que c'est ça en fait, le problème, c'est que tout le monde s'est précipité en même temps, oui, j'ai ils l'impression. ont fait péter les serveurs. Mais il y avait un nombre de places genre limité, il me semble, c'était 500 places. Ouais, donc c'est pas beaucoup pour un film qui faisait l'ouverture du festival. C'est ça. Par contre, après, je me suis rattrapée et j'ai regardé 17 blogs, donc je suis contente. J'ai pas tout raté du festival. Et là, si on a envie de le voir, on peut le voir dans un site de streaming ou pas? Non. Et non, 1er juillet en France. C'était une avant-première. 2022 aux États-Unis. Que de bons conseils en ce début d'émission. Le dernier film dont nous avons parlé, c'est The Wrong Missy, par Ugur. Est-ce que t'as aussi craqué pour ce film? J'ai pas craqué du tout, mais... Quel serait le contraire de craquer, justement? T'as craqué dans l'autre sens. J'ai décraqué. Je vais en parler pour éviter que d'autres personnes tombent dans la même erreur que moi, et je pense que je peux sauver des vies. C'est Big Flop. Encore une fois, c'était parmi les films qui viennent de sortir en mai-juin. Donc je me suis dit, je vais tenter l'aventure. Balance ton navet. C'est un film qui est sorti le 13 mai sur Netflix par le réalisateur Tyler Spindle. En fait, j'ai vu que 20 minutes du film où l'idée, c'est que le personnage principal rencontre deux filles qui ont le même prénom, qui s'appellent Missy. L'une qui est mannequin et l'autre qui est une fille très moche, très bizarre. Cliché. Le personnage principal organise un voyage à Hawaï et propose à un Missy, celui qui est mannequin, de le rejoindre. Et finalement, il se trompe de numéro et c'est l'autre Missy qui vient et on suit l'aventure de ça. Mais c'est tellement trash comme humour que j'ai pas tenu et j'ai dû arrêter. C'est du pipi caca, on rigole. Le classique humour américain, quoi. Oui, probablement les Américains adorent. Sur Netflix, surtout, je crois qu'il était dans le top 10 de Netflix. Donc, What? Oui, il a beaucoup été regardé sur Netflix. Mais pourquoi tu regardes ça, Ugur? Non, mais pas lui, c'est pas lui. Ouais, c'était pour l'émission. Non, mais sincèrement, tu vois l'affiche, ça veut tout dire, quoi. Oui, mais je me suis dit pour l'émission, peut-être. Moi, j'ai failli essayer. Hein. Faut avoir des présentations. Tu m'as sauvé la vie. Non, mais vraiment, regardez l'affiche. Oh là là. Non, surtout ne regardez pas l'affiche et ne le voyez pas de film. Oui, évitez, genre vraiment. La meuf, elle monte son boule à un mec. C'est ce que j'avais dit dans. Ouais. Oh. Faut pas. Ouais, ne regardez pas. Ne regardez pas The Wrong Missy. C'est juste la conclusion. Oubliez le titre. Ne regardez pas. Point. Là, j'ai la version turque de l'affiche, je vais te l'envoyer.
Passons aux séries. Le programme est chargé en séries et on commence par I Know This Much Is True qui est sorti sur HBO et sur OCS en France. C'est Céline qui s'en charge. Eh ben non, tu vois, tu l'as mal prononcé parce que c'est I Know This Much Be True. Be? Non. Bah attends. Non, I Know This Much Is True. Bah je me suis encore tenu correction de titre. Tout ça pour dire que cette série, j'ai jamais réussi à bien la prononcer, mais elle est vraiment géniale. Alors on va passer là-dessus. Donc c'est l'adaptation d'un livre de Willy Lamb. En français, le titre c'est La puissance des vaincus. Alors je préviens, c'est un drame où Mark Ruffalo interprète Dominique et son jumeau Thomas, qui est atteint de schizophrénie. C'est sur leur quotidien dans une petite ville américaine. Ils viennent juste de perdre leur mère, qui est morte d'un cancer, et avant de mourir, elle leur a jamais révélé qui était leur vrai père, mais elle se contente en fait de donner à l'aîné des jumeaux Dominique un manuscrit où le grand-père raconte son histoire, et en fait on se doute que c'est à travers ce manuscrit écrit en italien qu'on va petit à petit en fait revenir sur l'histoire de la famille, les origines des drames qui leur arrivent, parce que tu te rends compte que c'est l'histoire d'une famille qui est maudite de génération en génération. Donc c'est un petit peu ça tout le propos du film, parce que ça commence sur Thomas qui est donc atteint de schizophrénie et qui fait une crise en se coupant le bras parce qu'il entend des voix, tout simplement. Il est schizophrène, voilà. Complètement. Ouais. Et bien sûr, c'est son frère Dominique qui va devoir s'occuper de lui, et du coup, c'est sur tous les drames qui leur arrivent depuis cet accident. Donc ça donne pas très envie, là, comment je le raconte, ça fait vraiment très dramatique. Ah ouais. Bah, t'as dit que c'était du drame. Ouais, voilà. Mais faut vraiment se préparer qu'à chaque épisode, il va se passer un nouveau truc. À chaque fois, tu vois le mec, tu te dis, il a pas de chance, mais il peut pas lui arriver pire. Eh bah si. Voilà, mais c'est le problème que j'ai avec cette série justement, c'est que j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Déjà moi le personnage de Mark Ruffalo je l'ai pas aimé du tout. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais je l'ai trouvé antipathique, colérique, et c'est tous les genres de personnages que il arrive pas à me toucher. En fait le problème c'est qu'il interprète un héros mais martyr, dans le sens tout ce qui lui arrive c'est horrible et du coup il peut réagir que de manière violente. J'ai l'impression que des fois, le drama qui lui arrive, il l'amène à lui-même aussi par comment il est dans la vie, quoi. Et c'est assez perturbant. Mais c'est assez réaliste aussi, parce que c'est souvent ça. Hein. Les gens, il leur arrive des merdes, et t'as l'impression qu'ils l'ont choisi parce qu'ils s'aident pas eux-mêmes. Ouais, mais c'est un peu trop, quoi. C'est une accumulation, et j'ai bien aimé la série en elle-même, mais j'ai trouvé que c'était parfois un peu trop dramatique. C'est comme X-Files, chaque épisode c'est une enquête, là c'est chaque épisode c'est son drama. C'est une descente aux enfers, ouais, moi je sais pas tout à fait fini, mais là des 4 épisodes c'est une descente aux enfers, à chaque fois il y a un nouveau truc, il y a un accident qui fait qu'il va rater tel rendez-vous, on est coincé avec lui, on veut sortir de l'enfer et il est toujours dans l'enfer. Moi c'est le truc le plus triste que j'ai vu depuis super longtemps. Voilà, on est d'accord. Ah par contre ça fout le moral à... faut pas être dépressif. Ah oui, faut pas être dépressif. En fait, avant de regarder chaque nouvel épisode, quand ça sortait, j'étais en mode, bon, est-ce que je suis d'humeur à regarder ça, là ? Mais en même temps, t'es attiré parce que t'as un tout petit peu envie qu'il s'en sort, tout de même, non ? Après, du coup, dans mon élan... comment on appelle ça ? Dans mon élan maso, je voulais aussi lire le bouquin parce que je me suis fait spoiler l'histoire du livre en allant sur la page Wikipédia, qui est un petit peu différente de l'adaptation en série. D'ailleurs, c'est encore plus dramatique. Je me suis fait spoiler, mais j'avais très envie du coup de lire le livre qui avait des très bonnes critiques. Mais c'est une très bonne série au niveau de sa réalisation aussi. Hein. Par contre, au niveau de la réalisation, en fait, ça a été vraiment conçu comme un film. J'avais l'impression de voir un film de 6 heures, quoi. Et l'interprétation de Mark Ruffalo et de tous ses acteurs autour, parce qu'il n'y a pas que lui. Donc il y a aussi l'actrice Catherine Hahn qui jouait dans I Love Dick et que j'aime beaucoup. Et la voir en plus, cette fois-ci, dans un rôle dramatique, je trouve qu'elle joue très bien. Et Juliette Lewis. Ah ouais, Juliette Lewis, elle est casse-couille par contre. Hein. C'est celle qui lui fait la traduction. Ah ouais, alors elle là, est horrible. Hein. Elle, t'avais envie de la battre, franchement. Et j'ai aimé aussi, il y a un épisode de flashback. Bah, pas spoiler un peu, parce que Cyril l'a pas vu. Après, pour faire un lien avec ce que tu racontais, il y a un épisode qui est un flashback avec le grand-père en Italie et qui est interprété par celui qui jouait dans Dogman de Matteo Garonne. Avec la voix, en fait, il est un peu grimé, c'est marrant, et on reconnaît que par sa voix, parce qu'il a une petite voix comme ça. Et du coup, c'est bien qu'il s'est pris un acteur italien pour jouer un Italien. Ouais, dans cette ça, série, c'est... franchement. Et je passe sans transition à la suite, qui est Hollywood. C'est une série de Ryan Murphy qui est sortie sur Netflix. Ryan Murphy, il est connu pour un très grand nombre de séries, et notamment ses séries anthologiques.
American Horror Story, American Crime Story, Feud, entre autres. Et il a signé un contrat avec Netflix et on l'attendait au tournant. Sa première série, c'était The Politician et sa deuxième, ça a été Hollywood. Et pour moi, Hollywood, ça m'a réconcilié avec Ryan Murphy, dont j'avais un peu ras-le-bol des personnages qui étaient trop... De tout était trop, en fait. La mise en scène, les personnages, l'histoire. Et là, j'ai été vraiment réconcilié. Et moi, je suis sûr que ça vient du nombre d'épisodes qui diminue, de série en série. Donc là, il n'y en a que 7. Ça parle de l'âge d'or d'Hollywood avec des jeunes qui essaient de percer, un scénariste, un acteur, principalement. Et ce que j'ai aimé, c'est que ça essaye de réhabiliter certains moments de l'histoire d'Hollywood. J'ai vu des gens qui étaient un peu contre ça, dans le sens où il y a des personnages réels qui ont existé et des personnages fictifs. Il y a par exemple Rock Hudson, qui est des personnages principaux de la série. Il y a plein de petits personnages qui sont cités ou montrés tout au long de la série, et aussi des fictifs. Donc c'est un peu dur quand on connaît pas de faire la différence. C'est intéressant à suivre. J'ai détesté James Parsons. Oui, je l'ai détesté. Alors là, moi j'ai trouvé que c'était génial. Je l'ai trouvé génial dans la cruauté en fait. J'ai trouvé qu'il était très bon pour être un gros connard. Un petit peu trop. Peut-être dans l'exagération, je pense que c'est ça qui a pas plu à Thierry. Peut-être un peu trop. Il surjouait un peu, mais j'ai beaucoup aimé en fait. Après, c'est le prototype du personnage de Ryan Murphy. Hein. C'est peut-être celui qui est le plus prototype. Ouais, bah justement, il était très vilain. Genre, ça me rappelait vraiment les bad guys dans Glee, quoi. Dans Glee ou même American Horror Story, c'est vraiment du surjeu total. C'est peut-être l'unique personnage qui est comme ça. Lui est peut-être l'acteur qui veut devenir quelque chose là. Oui, il est très cliché lui aussi, en mode étoile montante. Ouais, étoile montante du cinéma, lui aussi, c'est vrai que... Bon, c'est tous sont un peu dans le surjeu. Même physiquement, hein, il est cliché. Genre, c'est vraiment le beau gosse. Mais j'ai beaucoup aimé James Parsons pour le coup. J'ai aimé le détester en fait. La série de Ryan Murphy, je trouve que c'est ses personnages féminins qui sont plus intéressants. Ce que je retiendrai du coup de la série, c'est son dernier épisode, qui est un peu un épisode somme, et qui va être celui qui va le plus réhabiliter toute une galerie de personnages, même si je l'ai trouvé trop. Donc Ryan Murphy, ouf, c'est bien lui. Et vraiment jusqu'au boutiste. Mais quelque part, c'est une manière à sa façon de réhabiliter des communautés dans l'histoire du cinéma. C'est une manière différente, par exemple, de celle que fait Tarantino pour réhabiliter. Lui, il va plus dans la violence. C'est beaucoup d'émotions. Et du coup, c'est un très bon souvenir. Je sais pas ce qui pourrait arriver en saison 2. Ouais, mais il y aura pas de saison 2 aussi. Bah, avec Ryan Murphy, il y a toujours une saison 2. Ouais, mais faut s'arrêter, les gars. Quand tu fais bien une première saison... Je sais pas, ça dépend. Bah, je trouve que là, pour parler de Hollywood, ce qui est intéressant aussi, c'est que Rock Hudson est mort du sida. Et du coup, tu m'avais dit justement qu'on ne connaissait pas trop qu'il était homosexuel. Et là, en fait, de révéler au grand jour son homosexualité dans l'histoire, c'était intéressant. La série est très uchronique, en fait. C'est ça que moi, j'avais trouvé ça intéressant. C'est que, en vrai, t'aurais jamais vu un film avec une actrice noire comme personnage principal et qu'en plus, qui remporte un prix. Enfin bref, c'était vraiment une version hollywoodienne du Hollywood de l'époque. Et j'avais trouvé la série très bonne. Les amateurs du cinéma qui auraient justement un petit peu rêvé d'avoir cette vision-là d'Hollywood, très féministe, très progressiste, très utopique, tout ça. Mais le rêve à tous. Voilà, et je pense que c'est le délire de Ryan Murphy aussi de faire ça, parce que je l'avais aussi trouvé très bon avec sa série Feud. Et je crois qu'il est meilleur dans ces séries un peu d'époque comme ça. En fait, il est bon quand il touche pas à l'horreur. Parce que j'ai encore ici American Horror Story qui m'a pris 10 ans de ma vie. Les 2 premières saisons et après ça qui m'a pris 10 ans de ma vie, c'est horrible. Là, le problème de cette série, c'est sa longueur, on est d'accord. Parce que les premières saisons étaient exceptionnelles. Le générique est génial. Oui, bon, le générique est toujours bien, mais c'est vrai que... Et c'est comme Glee, il fallait s'arrêter à un moment et il a continué trop longtemps. Et The Politician, la saison 2 qui est sortie, est aussi très bien en fait, je trouve. Il a réussi à rebondir dans la saison 1, que ça parlait plus de devenir politicien au lycée. Là maintenant, c'est politicien vraiment au niveau de la vie adulte. Et c'était plus intéressant pour moi. Et du coup, je trouve que Ryan Murphy, il marche bien sur Netflix, contrairement à ce que j'avais prévu. Donc, je crois qu'il a au moins 7 contrats, donc... En fait, il est bon pour démarrer les projets, mais après, il les suit pas, j'ai l'impression. Ou alors un petit peu trop. Ah si, quand même, hein, je pense. Hein. Mais t'en as vu aucun, toi, Gur, de Ryan Murphy, j'en ai pensé. Non, pas mais ceux que vous avez cités, non, j'ai rien. Parce que je me dis, c'est peut-être pas trop ton genre. Ouais, Nip Tuck, ça te plairait, il y a plein de boobs refaits. Mais il fait que des séries ou il fait des films? Il a fait un film, Normal Hurt. Il a pas fait une histoire de piano aussi? Normal Hurt, c'était pas mal, hein. Ah ouais,
Oui, mais là, c'est un sujet qui le touche. Histoire de piano. Une histoire de... Un joueur de piano gay. Parce que j'ai beaucoup entendu parler de American Horror Story et Glee, mais j'ai pas eu l'occasion de voir. Bah, c'est les plus populaires, Ouais. les plus connus. Mais Et Normal American Hot, Crime Story aussi. Scream Queens. Ah oui, Scream Queens, Non, que j'ai regarde beaucoup... pas ça. Non, si la saison 1, elle était sympa regarde quand pas même. ça. Ne perds pas ton temps. Elle a fait Manche Prix M. Ah bon? Ah ouais. Oh non. En fait, lui, quand il est dans la romance, si c'est pas gay, c'est chiant. Notre Pedro Almodovar américain. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bah, je crois que c'est Mrs. America. Bah vas-y, alors fais ta transition tout seul et je vais boire un café. Du coup, on parlait de Hollywood, d'une époque de réhabiliter le féminisme et tout ça. Et du coup, on va aller maintenant dans une époque, dans les années 70, où le féminisme était à son sommet pour se battre pour les droits et l'égalité des droits des femmes, puisqu'il y avait ERA, qui est de Equal Right Amendment. Et donc, les femmes se battaient pour l'égalité dans les salaires, dans les opportunités en général. Et du coup, c'est une série assez exceptionnelle parce qu'on va prendre le point de vue non pas des féministes, on va prendre le point de vue des antiféministes. C'est Cate Blanchett qui joue cette antiféministe qui a vraiment existé et qui était contre les droits des femmes, alors qu'elle-même était politicienne et qu'elle voulait monter justement à Washington, à la Maison-Blanche, pour être conseillère du président. Et du coup, c'est assez intéressant de voir cette femme qui se bat contre les droits des femmes, mais qui, en fait, elle est très riche. Son mari, il est plutôt libéral. Il la laisse faire ce qu'elle veut, en quelque sorte. Et c'est un point de vue assez intéressant sur ce féminisme-là. Et la série, en fait, elle va emprunter après différents points de vue. C'est-à-dire qu'on va passer par tout. On a des personnages qui sont féministes et des personnages qui sont anti-féministes. Et c'est une pléiade d'acteurs. Il y a Margot Martingale, il y a Elizabeth Banks, Uzo Aduba. C'est vraiment un casting exceptionnel et chaque épisode va se concentrer sur une de ces personnes-là. Et donc la série, elle n'est pas géniale dans sa totalité. Il y a des épisodes moins bons que d'autres et dont un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé avec notre Ryan Murphy Queen, Sarah Paulson, qui ici joue la compatriote de Cate Blanchett contre l'antiféminisme. Et du coup, c'est vraiment l'épisode le plus exceptionnel puisqu'elle va questionner sa bataille en fait. Mais pourquoi elle se bat contre les féministes? Et donc je conseille juste de voir la série dans sa globalité si vous voulez apprendre plus sur le féminisme dans les années 70. Et aussi, si vous voulez apprendre plus dans le fait que les droits des femmes n'ont toujours pas été ratifiés dans certains États. Et c'est fou d'être en 2020 et que les femmes ne soient pas... Ratifiées. Voilà, ratifiées. Les femmes, pas les femmes, mais que les droits des femmes ne soient pas ratifiés. C'est assez flippant quand même. Et je trouve que c'est une série qui est parfaite à voir, même si ça se passe dans les années 70. C'est un bon reflet de l'époque. Juste une précision, quand tu dis les droits des femmes, c'est certains droits, style... par exemple, l'égalité des salaires, ça a toujours pas été appliqué. Ouais. Mais là, on parle par exemple du droit d'abortion. À l'époque, il y avait les droits de se faire avorter. Voilà, Il y avait aussi les relations homosexuelles aussi. Vous pouviez aller en prison si il y avait de l'homosexualité, et notamment entre femmes. Et donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est une série politique aussi, et c'est ça que j'ai aimé. Il n'y a pas d'histoire d'amour, hein, ce qui n'est pas ajouter des dramas non nécessaires. Et c'est à voir sur FX et Canal+ en France, je crois. On peut passer à la suite qui est I May Destroy You. Est-ce que j'ai bien prononcé? Bah cette fois-ci oui. J'ai vraiment le chic en fait pour trouver des séries avec des noms imprononçables, j'ai l'impression. Mais I May Destroy You, oui. La série sur HBO et OCS en France, qui est sortie début juin, dont je vais parler rapidement parce qu'elle est encore en cours de diffusion, donc je vais pas trop à dévoiler là-dessus. Elle a été réalisée par Michael Coel qui avait aussi réalisé et interprété Chewing Gum. Donc c'est une série où Michael Coel joue elle-même Arabella, une jeune auteure londonienne assez populaire. L'histoire se concentre sur elle et son point de vue. Le premier épisode dévoile pas grand-chose, le trailer en dévoile beaucoup plus parce qu'en fait ça va parler de son viol et comment elle s'est pas rendue compte qu'elle s'est fait violer tout simplement. Donc c'est une jeune auteure qui en manque d'inspiration est allée faire un petit voyage en Italie et elle revient du coup à Londres. Et bien sûr au lieu d'écrire elle se dit bon on va faire une petite soirée entre amis. Elle fait la tournée des bars avec ses amis et tu vois qu'elle est bien arrosée. Qu'elle passe une bonne soirée quoi. Elle rentre chez elle et le lendemain blackout, c'est plus du tout ce qu'elle a fait mais c'est pas grave. Sauf qu'elle se rend compte qu'elle a un hématome au front et partout sur le corps. Et c'est en essayant de se rappeler du coup ce qu'elle avait fait la veille qu'elle se rend compte
vraiment en fin du premier épisode par un flashback très rapide et assez traumatisant qu'elle s'est faite violer tout simplement. Donc le reste de la série, ça va se concentrer sur ce processus de prise de conscience de l'événement dramatique qui lui est arrivé, sans se qualifier elle-même de victime, ou plutôt comment on arrive à conscientiser un drame dont on a été victime sans s'en rappeler en fait. J'ai trouvé cette série à la fois très authentique, très réaliste et profonde dans ce propos banal de comment se rappeler un traumatisme dont on n'a aucun souvenir et cette prise de conscience. Et surtout que le viol n'est pas pris de manière vraiment et dans la réalité, pathétique, ou pas pathétique, mais misérabiliste. Elle n'est pas réalisée de manière dramatique où on va te présenter le viol et du coup ses conséquences, mais plutôt vraiment de son point de vue à elle et comment elle essaye de manière cathartique de se remémorer ce qui lui est arrivé pour se faire justice un petit peu en fait. Et c'est un vrai choc cette série, je trouve. Au début, le premier épisode se déroule et j'étais un peu j'étais un peu sceptique. J'ai fait déjà que je l'avais essayé de voir un épisode de Chewing Gum, j'avais pas supporté et je vais pas regarder ça. Mais à la fin de l'épisode, quand il y a vraiment le blackout, comment il arrive dans sa tête, pour les yeux du spectateur, c'est assez perturbant. Et je me suis dit, je vais regarder le deuxième épisode et c'est vrai que c'est vraiment, vraiment très bien. Je me suis rendu compte que c'était en plus autobiographique. C'est inspiré de ce qui lui a réellement arrivé. Elle s'est vraiment fait droguer et agresser sexuellement. Du coup, je pense que cette série est d'autant plus cathartique et va résonner malheureusement à toutes les femmes qui ont aussi expérimenté ce genre de trauma qui est assez dur à expliquer. Voilà. Décidément, moi et les dramas, on sait rien. On pleure. Écoute, c'est HBO, j'y peux rien. Hein. Ouais, un schizophrène qui se coupe un bras et une femme qui se fait violer. Classique chez Céline, quoi. C'est une bonne soirée, venez chez moi. Je vais essayer, en passant à la série suivante, de vous égayer un peu plus, puisque je vais parler de Betty, qui est également sur HBO et sur OCS. Et Betty, c'est une histoire de skateuse. Avant Betty, il y avait un film qui s'appelle Skate Kitchen, qui est sorti en 2018 par Crystal Moselle. Et en fait, qui est le vrai nom, Skate Kitchen, c'est le vrai nom d'un groupe de skateuses, dont la plus connue est Rachel Winberg. Et en fait, cette réalisatrice a fait une histoire autour de ce groupe, a repris le nom, et elle en a fait un film d'apprentissage. Donc elle a pris Rachel Winberg en jeune ado, qui va essayer de vivre sa passion, le skate, à travers la relation qu'elle a avec sa mère, et qui va du coup découvrir un groupe de skateuses et se lier d'amitié et en même temps découvrir ses premiers amours et tout ça. Et donc j'ai beaucoup aimé le film que j'ai regardé un petit peu avant la série. Et la série est différente, c'est-à-dire c'est une adaptation du film, mais c'est comme si ça se passait pas dans le même univers, ça reprend les mêmes personnages, les mêmes actrices, mais va plutôt se concentrer sur comment interagissent tous ces personnages ensemble, donc va plus du tout être d'apprentissage en général, mais de plonger dans la vie de ces jeunes filles. Donc va y avoir celle qui a une histoire avec son mec, elle se rend compte que son mec c'est pas forcément un type bien, qu'il a séduit une autre fille, donc il y a la lesbienne qui s'en fout un peu de tout, mais qui va du coup essayer de séduire, et qui va peut-être trouver le grand amour. Enfin, il y a quelque chose qui revient du côté apprentissage, mais dans le côté premier amour. Et puis il y a toujours Rachel Winberg qui tout à coup, beaucoup moins jeune fille protégée, mais beaucoup plus exubérante, mais qui elle aussi va avoir des peines amoureuses. Mais du coup, ce qui va se faire que chaque épisode va raconter une histoire différente, mais va se passer dans un New York qui a l'air un peu microcosme, dans le sens où chaque personnage va toujours se croiser, et surtout, chaque épisode va montrer du skate. Et ça, c'est comme si c'était un credo fort de la série, de toujours passer 2 minutes pleines, sans parole, à montrer du skate. Moi, j'ai pas vu énormément de choses sur le skate, je suis pas calé. À part les films de Larry Clark, moi j'en vois pas trop d'autres. Ouais. Et là, ça m'a plu. C'est la manière de filmer, en plus, qui se renouvelle toujours un peu, soit à la manière des vidéos YouTube ou Instagram, très proches des roues, très spectaculaires, soit plus dans quelque chose de plus de l'atmosphère au ralenti, ou dans des plans d'ensemble. Il y a toujours quelque chose qui fait que j'ai aimé les voir. J'avais envie de faire du skate, incroyable. Et, et du coup, c'est vraiment un petit bijou. Bon, on me l'avait vendu comme le successeur de Euphoria, mais c'est quand même beaucoup moins dramatique qu'Euphoria, faut faire attention. Mais c'est un peu teenage série quand même. Teenage et groupe de filles, principalement. Donc, gros coup de cœur de mes gens. Ah, donc t'as aimé? Oui. J'ai cru que t'avais pas aimé. Non, mais parce que ça, c'est nous. Ah oui, moi j'ai pas aimé. Pas aimé non plus. Vous avez vu qu'un épisode? Ouais, on a vu que le pilote. Ouais, je pense que c'est ça, peut-être. Ça. Moi, j'ai trouvé que c'était trop girls, version teenage, trop cliché, énervé direct. Ouais, moi, j'ai du mal avec les personnages. Quand il n'y a pas un personnage que j'aime, j'ai du mal à regarder une série.
Et là, c'était le cas. En fait, il n'y a pas un des personnages que j'aimais bien. En plus, ils partent à la recherche d'un sac à dos dans le premier épisode. Oui. Et pourquoi ? Et c'était c'était un c'est un peu le ton de la série indépendante. Ouais, indépendant, mais Sundance, on se fait chier. Du coup, vas-y qu'on va là-bas. On trouve, il y a un magasin de chinois. On regarde les petits bidules. Franchement, moi, j'ai vraiment pas aimé et je me suis vraiment fait chier. Alors je me suis demandé, après, c'est mon je me suis demandé si c'est le fait d'avoir vu le film et de connaître ces personnages qui m'a aidé à rentrer dans la série, mais j'avoue que le premier épisode est difficile à appréhender. Hein. Tu m'as vendu le film. Et j'étais en mode, mais c'est pas du tout comme ça dans la série. En fait, la série est peut-être un petit peu trop sortie de nulle part, en mode random, et ça m'avait pas trop intéressé de suivre leur quotidien. Pourtant, au début, ça m'avait fait un peu penser à Broad City, mais sans le côté humour, en fait. Qui se passe aussi à New York et qui fait aussi très microcosme, comme t'expliquais. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'on devrait insister sur la série et lui donner un petit peu plus de chance ? Thierry, vas-y, c'est le moment où tu nous vends. Est-ce que je prends le risque de vous dire de continuer et que vous me disiez au bout de 7 épisodes ouais, c'était vraiment nul en fait. Dans 2 mois, on te le redira alors. Pour ce... De toute façon, t'es loin de nous, c'est pas grave, tu vas pas te faire taper. Et toi, Ugur, tu veux voir des filles en skate ? Ouais. Ça m'a pas trop donné envie. La première image, on voit ses fesses pleines de bleu. Non mais je vais arrêter de parler de fesses. Oui, il faut. Arrête. T'es la plus perverse de nous 4. Après, il y a une veine de féminisme dans le sens où le skateboard c'est plutôt associé aux hommes et aux garçons et que là il y a un moment donné où elles essaient de réunir un grand groupe de skateuses et qu'elles y arrivent et qu'il y a un côté euphorisant quoi dans le sens on a réussi, on a réuni plein de femmes. Girl power. D'ailleurs pour l'anecdote, Betty c'était un terme pour désigner les filles qui faisaient du skate et c'est un terme qui se sont réappropriés. Ah ok. Voilà, les Betty. Merci Maryse. Et tu l'aurais classé dans quelle catégorie ? Série. Genre série de drama ou aventure, c'est quoi ? C'est pas très rien. Hein. C'est les séries Mumblecore. Ouais. Oui, c'est ça. Mumblecore, tu peux répéter le terme s'il te plaît ? C'est les séries Mumblecore. Un petit peu indie si tu veux. C'est une caméra posée avec un scénario et puis tu les vois interagir mais on a l'impression qu'il se passe rien alors qu'en fait... Et ça fait du bien. Ok. Voilà. C'est une série posée on va dire. Sur un skate. Ouais, en mouvement quand même. Bon allez, on passe à la dernière série qui est Space Force. Et puis, puisque vous avez commencé à cracher sur la mienne, je sens que vous êtes préparés, donc allez-y. Oui. Alors Space Force, qui n'est pas sur HBO, donc qui est forcément nul. Non, je rigole. Qui est une série Netflix que j'attendais un petit peu, en tout cas ils avaient fait pas mal de pubs autour, et j'ai été très déçue. Donc je l'ai vu avec Mickaël, lui aussi, il aura bien envie de cracher dessus, je pense. Ouais, elle a été un petit peu survendue, je dirais, parce que c'était par les créateurs de The Office. Ouais, Greg Daniels. Et du coup, qui mettait encore en scène Steve Carell, mais cette fois-ci, ça se passait dans une base militaire. Aérospatiale, plutôt. Ouais, c'est du coup la NASA un peu. Voilà, c'est ça. Et qui n'a absolument rien à voir en fait avec The Office. Enfin, j'ai pas du tout retrouvé le même humour. Ah oui, non, c'est pas le même humour. En fait, c'est pas le même humour. Mais c'est la même base d'idée, c'est-à-dire on prend un Office, quoi. C'est un Office, j'avais plus l'impression de voir un VIP, style ça se passe dans un endroit style la Maison Blanche, enfin... Plus politique. C'est sur les tâches quotidiennes qu'ils doivent... réalisé et ça part toujours en couille à chaque fois, donc c'est ça le côté humoristique, mais à part un bon casting, il n'y a pas trop d'histoire, enfin elle mène un peu nulle part. Les personnages sont volontairement antipathiques pour qu'on se moque d'eux en fait, surtout Steve Carell, mais sa fille par contre en pleine crise adolescente, elle est juste chiante et il n'y a aucune profondeur, enfin il y a rien derrière, voilà. Toute la série a aucune profondeur. Donc j'ai pas envie d'en parler longtemps parce que c'était juste une déception, et John Malkovich était très bien, donc... Qui fait du John Malkovich, hein. Concrètement, ouais. Pédant, intellectuel, avec sa voix très lente. J'avais préféré dans le même style un peu, parce que ça se passait dans l'espace cette fois-ci, Avenue 5, qui était par les créateurs de VIP. Ah oui. Avec Hugh Laurie, qui jouait dans Doctor House. Josh Gad aussi. Mais sinon, voilà, c'est une série qui se regarde. Je sais pas si t'as autre chose à ajouter, Mickaël, là-dessus. Ouais, juste c'était chiant. Et en fait, ce qui m'a énervé surtout, c'est Steve Carell refait The Office. Il fait le même Michaels que dans The Office. Ouais. En plus vieux. Il croit qu'il est performant, il croit qu'il est le meilleur dans son métier, alors que vraiment c'est une brêle. Et c'est vraiment insupportable en fait de revoir une redite qui marche pas du tout. C'est vraiment étrange, alors que pour le coup, Greg Daniels a aussi participé à l'écriture de Upload sur Amazon Prime, qui pour le coup est un
peu mieux, ça me fait un peu plus rire. J'ai vu que 3 épisodes pour l'instant. C'est plus léger. C'est plus léger et ça marche peut-être mieux parce que c'est un concept un peu plus intéressant dans lequel où on meurt et en fait on se fait upload dans notre paradis artificiel. Et il y a vraiment des questions un peu de bioéthique et pour le coup c'est vraiment intéressant. Puis elle est un peu plus critique comme série parce que tu vois que tout s'achète même au paradis quoi. Voilà. Anticapitaliste. Ouais. Voilà. Donc c'était la petite déception. Voilà. Flop flop. Ok, merci pour cet avis. J'ai une belle transition avec l'anticapitalisme parce qu'on a fini avec les films et séries. On va passer à notre pauvre petit livre de l'émission. Le seul intellectuel du groupe, Thierry, merci de lire pour nous. Qui est Le Cafard de Cockroach de Ian McEwan. Ian McEwan, c'est un auteur que j'aime beaucoup, dont j'ai lu sur la plage de Chesed et L'intérêt de l'enfant. Les deux ont été adaptés au cinéma. Et c'est une écriture que j'apprécie lire, même si c'est quelque chose de assez académique et souvent pas très amusant, quoi. Là, c'est un tout petit livre qui est d'ailleurs édité dans une édition un peu plus petite et qui va raconter l'histoire d'un cafard qui se retrouve dans le corps d'un homme. Mais c'est pas n'importe quel homme, c'est le Premier ministre du Royaume-Uni. Et il a un conseil des ministres juste après. Et donc ce qui est amusant dans ce livre qui est apparemment rapproché de la métamorphose de Kafka, les métamorphoses de Kafka, mais que lui rapproche de Swift. En tout cas, je connais ni l'un ni l'autre, mais ce livre il est assez cynique, puisqu'il va un peu faire passer les politiques pour des bestioles qui auraient une manière de réfléchir un peu bizarre. Et en fait, tout ça vient de l'amertume du Brexit, ce qu'il explique dans un prologue. Donc tout est clair, hein. Il était contre le Brexit, et en fait ça se ressent dans le livre, il y a énormément d'amertume, et il va appeler le parti le réversalisme. Ça consiste à inverser le cours de l'argent, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter quelque chose et de donner de l'argent en échange, on va acheter quelque chose, donc acquérir un bien, et la personne va nous donner de l'argent en échange. Et donc ça va totalement dans l'absurde, où quand cette mesure elle cherche à être prise par du coup ces cafards déguisés en politique, ça va être il va falloir que j'aille faire les soldes et acheter plein de trucs pour avoir plein d'argent pour pouvoir ensuite le donner à mon boulot. Pas mal. Parce que je travaille quand même 35 moi, heures ça, par en fait. semaine et j'ai besoin d'argent pour le donner à mon patron. Et c'est vraiment un raisonnement par l'absurde, dans le sens où on fait tout à l'envers et on va se séparer en fait des autres pays à côté, un peu comme le Brexit. Et du coup, parce que l'import-export entre pays va être impossible, donc il y a vraiment une dimension très politique dans le livre, hein, et c'est pas... Il faut avoir quelques notions, et il faut avoir envie de s'y plonger et de réfléchir à l'idée. Mais c'était très amusant à lire. Moi, il est sorti en juin en France, et c'est très court à lire, ça se lit en 2 heures, et en français. Je sais que Mickaël, t'as essayé en anglais, Oui. c'est plus dur. Je comprends, il y a du vocabulaire un peu difficile. Ah ouais. Ouais, j'ai pas réussi à lire vraiment, j'ai continué et franchement ça a été assez dur. Mais peut-être maintenant ça m'a donné plus envie de continuer parce que là j'étais au conseil des ministres et c'est vrai que je trouvais que ça mettait du temps à se mettre en place alors que c'est un livre court et je me suis dit putain 160 pages et même moins et je me fais déjà, c'est pas déjà comme un Amélie Nothomb où c'est direct t'y vas dedans quoi. Bah, direct, il te fait chier. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas un développement très Voilà. ample. C'est plutôt 4 chapitres, donc 4 scénettes. Et ça va dans l'absurde. Alors c'est vrai que c'est pas très développé et ça vaut pas énormément de choses côté philosophie. Ça répète souvent la même chose, mais c'est très satirique. Pourquoi le cafard, du coup? Il y a une explication? Non ou pas parce du que c'est tout un cafard. Enfin, je sais juste dans l'absurdité, Oui, je quoi. pense. Je sais pas s'il y a quelque chose de plus profond de ça. D'accord. J'avoue que moi je guette personnellement. C'est les juste une critiques, référence à Kafka, professionnelles. non? Ouais. Bah on sait que les cafards c'est des trucs dégueux et je sais pas, il n'y a pas une insulte comme en disant les cafards c'est les capitalistes, je sais pas, moi j'imagine les cafards bien capitalistes. J'avais pas compris. J'avais pas compris la référence. Enfin, je voyais C'est pas juste la grave. référence de... Bah, c'est pas grave. Bah, c'est peut-être Parce qu'il est juste un intéressant, c'est cafard. que oui, il n'y a pas que l'aspect politique. En fait, il y a aussi le côté, un cafard se retrouve dans le corps d'un homme, et donc il va se regarder, il va dire, mais c'est quoi Mais voilà, ces pourquoi membres passer- tout mous, c'est quoi ce muscle que j'ai dans la bouche, Pourquoi je suis tout rose? Ouais, et il- mon il corps dit était ça. résistant En fait, c'était avant, plus et le là, côté- Pourquoi passer par le fantastique pour parler d'un truc qui a l'air vachement bah, c'est politique? pour le côté satire. Mais Métaphorique. Ouais, d'accord. Ouais, C'était ça ma question, voilà. On s'en fout. très bien. Voilà, mais c'est un petit livre, mais ça coûte quand même cher.
Moi, je sais plus quoi. Moi, je sais plus. Je crois que c'est 18 €. L'éditeur aurait dû nous l'envoyer. Si l'éditeur peut nous envoyer les livres prochainement, ça serait mieux. Ou alors tu l'achètes moins cher pour après recevoir de l'argent. C'est ça le principe. Ah oui, je vais envoyer une lettre à Albin Michel. Oui. J'ai acheté votre livre et n'ai pas reçu l'argent. Allez. Très bien, très On bien. passe à la dernière partie, c'est les jeux vidéo. Ah, allez, Mickaël. Et c'est le moment où Mickaël va parler tout seul. C'est ça. Et, nous, Et tout le monde va et on s'endormir. va faire semblant de l'écouter. Non, Ouais. moi je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il en pense. Ah, Non, tu en vois vrai, Mais quel est en donc vrai, ce jeu? C'est intéressant. Ah oui. On se demande quel jeu. Alors, on en n'a a- pas entendu parler du tout. On en a entendu parler beaucoup. Et c'est Surtout The moi. Last of Us partout, Tous les jours. qui, comme l'a dit depuis un Thierry, mois. il est sorti partout. C'était la blague de Thierry, on se rappelle dans l'épisode sur les jeux vidéo. Et du coup, alors The Last of Us, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sorti sur PS3 il y a quelques années en arrière, il y a eu un remaster sur PS4, et c'est l'histoire de Joel, qui sauve en quelque sorte une petite fille appelée Ellie, et qui est résistante en fait aux infectés, et les infectés c'est des sortes de zombies concrètement. Concrètement, ça change rien sur la post-apo, à part la relation entre Joel et Ellie, qui dans le premier jeu vidéo était vraiment passionnant. C'est pas le monde post-apo qui est intéressant, parce qu'au final, les zombies, c'est pas les pires ennemis qu'on a à battre dans The Last of Us, c'est plutôt les humains qui sont plus durs, parce que les humains, c'est pas des cons zombies, quoi. Et du coup, c'est vraiment intéressant. Le premier était intéressant pour son scénario, où vraiment cette sorte de filiation inventée entre Ellie et Joel, parce que Joel a perdu sa fille, et du coup, il voit sa fille, sa nouvelle fille, c'est Ellie, était très intéressant. Et en fait, du coup, ça se finit. Je vais pas trop dire pour spoiler, pour ceux qui veulent toujours jouer au premier. Oui, parce que j'ai ton jeu. C'était- Moi. J'y jouerai un jour, promis. Un jour. Mais tu devrais, hein, franchement, c'est vachement bien. Et ça ne dure que 15 heures. Donc, 15 heures. c'est court pour un jeu Oui, vidéo. c'est pour très ça. court. Mais, non, Ouais. mais justement, tu Le l'as premier, torché en 15 heures. Ouais, le premier. Non, le premier, c'est 15 heures. Parce que le deuxième, c'est beaucoup plus. Hein. 15 heures, c'est rien du tout, c'est une semaine, quoi. Ouais, mais Enfin, justement. tu peux le répartir sur une semaine. Non, mais c'est court. Oui, oui. Et du coup, ensuite, on a... Et du coup, pendant quelques années, hein, on a attendu longtemps pour avoir un Part 2, qui est arrivé le 19 juin mondialement. Et c'est du coup, cette fois, on n'est plus dans la peau de Joël, mais on est dans la peau de cette petite fille Ellie, qui est devenue une jeune adulte. Il y a eu un review bombing pour ce jeu vidéo assez fou. Genre, toutes critiques sont unanimes. C'est exceptionnel, c'est un chef-d'œuvre. Et de l'autre côté, t'as tous les gens qui disent mais c'est de la merde, comment ils ont osé faire ça. Le public, tu veux dire. Voilà, le public, les gens. Le les petit randoms. peuple. Mais on critique quoi dans le jeu? Bah alors, Je je sais pense pas. qu'il y a plusieurs choses. Peut-être il y a des choix scénaristiques qui ont été critiqués, mais justement parce qu'en fait ils ont osé faire ça. C'est pour ça que c'est bien en fait. Ils ont osé faire des choix clivants dans un jeu vidéo. Ils ont aussi osé faire des choix de représentation, c'est-à-dire qu'on suit Ellie est homosexuelle. Il n'y a aucun doute là-dessus et c'est intéressant de voir la majeure partie du jeu. On est avec Dina, donc sa petite copine, et on part en quelque sorte dans une vengeance avec la petite copine. Et il y a vraiment une histoire d'amour entre elles qui est superbement écrite hein, et merveilleusement écrite. Et c'est vraiment assez passionnant de suivre Ellie aussi au niveau du gameplay. Même si c'est ma petite critique, c'est qu'ils n'ont pas trop changé de gameplay. Je trouve que c'est toujours la même chose. Quand il y a les claqueurs, donc ces sortes de zombies qui claquent, 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 et qu'on ne doit pas trop bouger parce qu'ils entendent le moindre son. Tu peux pas le tuer non plus. Bah là, tu peux les tuer du coup. Donc ils ont changé un peu ça. Ok. Et c'est assez marrant parce que du coup, Ellie va jouer plus dans l'infiltration que Joel, où c'était vraiment plus bourrin. Et il y a aussi ce côté où des fois, on n'a pas le choix, il faut fuir. On ne doit pas rester, on ne doit pas attendre que les zombies nous bouffent, il faut juste fuir. Et je trouve ça assez passionnant dans un jeu vidéo qui, normalement, les jeux vidéo sont construits pour battre tous les ennemis d'abord et après tu peux passer au niveau suivant. Tu as le choix, tu peux battre tout le monde ou au contraire tu peux fuir. Et moi, ça m'arrive souvent de fuir, voilà. Et La flippette. la flippette, donc j'essaie de regarder un peu partout pour le côté craft qui est intéressant. Et bon, j'ai joué que 15 heures à peu près, donc même niveau que le premier jeu. Mais pour autant, j'ai beaucoup aimé et je suis assez passionné de savoir la suite. Donc je trouve que les review bombing, je les comprends pas. Franchement, c'est un bon jeu. C'est des haters. Moi qui suis un haters normalement, là pour le coup, je suis pas trop d'accord. Un hater des haters. Voilà, là je suis un hater des haters et j'ai beaucoup apprécié et je conseille de jouer à ce jeu. C'est un jeu PS4
normal, hein, c'est un triple A. Est-ce qu'on doit avoir joué au 1 ? Je pense que c'est mieux quand même. C'est mieux, ouais. Ou regarde des vidéos connaître l'histoire de qu'est-ce qui s'est pour passé. connaître l'histoire. Parce que ce qui est intéressant dans The Last of Us, c'est l'histoire. Ouais. C'est même pas presque le jeu, il compte presque pas, c'est vraiment l'histoire qui est intéressante et qui va être adaptée par HBO, par les créateurs de Tchernobyl. Donc je suis assez... Pourquoi tu rigoles, croisement Simon impossible. c'est ça un peu. Après, il y a cette côté apocalyptique qu'il y avait un peu dans Tchernobyl. Bon, là, cette fois, ils sont infectés par une sorte de champignon. Donc, c'est assez intéressant. Je pense que les critiques, c'est quand même dû au fait qu'il y avait une très grande attente autour du jeu, et peut-être qu'il y a une petite déception, comme tu dis, comme il n'y a pas une amélioration du gameplay. C'est la déception. Je pense que c'est le gameplay. Je veux pas juger les gens, mais je pense qu'il y a des choix scénaristiques, c'est ça le pire. Je veux pas spoiler, hein, mais je vais rien dire. Je vais rien dire, mais je pense que ce choix-là qu'ils ont fait, que du coup les auditeurs qui ont été spoilés ou qui vont jouer au jeu vont comprendre. C'est à propos Ce choix-là est compliqué. Ok. Oui, ça. Non, mais... Oh là là, lui, il met les pieds dans le plat, hein. je- T'as dit Et tais-toi. on joue deux personnages aussi dans The Last of Us, et un personnage qui est assez antipathique du coup, qui est une femme avec des traits masculins et tout. Du coup, c'est intéressant d'avoir deux personnages parce que ça joue aussi sur un gameplay où on a une petite fille un peu frêle. Bon, elle est pas petite, hein, elle est quand même badass, Ellie, mais on a plutôt de l'autre côté ce personnage un peu... C'est pas Tomb Raider, elle est pas sexy comme Tomb Raider, ce sont des femmes normales. Et je pense que juste pour ça, ce jeu Avec vaut... des hanches. Voilà, non, justement, Ellie, elle a pas trop de hanches, elle est assez maigre. hein. Et justement, c'est assez... Non, c'est sa copine qui a des hanches. Oui, sa copine, elle a des hanches, mais bref. Elle a des formes. Du coup, c'est assez passionnant de voir une sorte de blockbuster en jeu vidéo où on va choisir un personnage homosexuel qui n'est pas dans les canons de beauté. Et ça, c'est assez passionnant et assez intéressant à jouer. Voilà. Et bah c'est la fin de cette émission. On vous a donné plein de choses à regarder, lire, jouer ou ne pas regarder. Ne pas lire, ne pas jouer. Si tu préfères te mettre dans un coin et regarder, rien, Sinon, regarde. il y a un programme On va faire rester intéressant qui sur s'appelle ton La canapé. Fenêtre. Et attends. Voilà. Si tu préfères faire le chat, Ton chat, il la regarde toute la journée. voilà. Bon, j'espère que le format a été intéressant. N'hésitez pas à nous dire en commentaire de ce que vous voulez si vous avez aimé. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram @lelosersclub et sur Facebook à la page Le Losers Club. Partagez l'émission si ça vous a plu, laissez-nous des commentaires comme je vous ai dit, si vous avez aimé, vous avez pas aimé, qu'est-ce que vous avez préféré voir, jouer, ça nous fera plaisir. Et à la semaine prochaine dans le Losers Club. Salut! Salut. Salut. Bye bye. Merci de m'écouter fidèlement. Et j'espère que vous portez les masques, hein, comme j'ai dit la semaine dernière. Quel relou! Et les gants. Parce que maintenant, c'est au cinéma que ça se passe, hein. C'est plus à la Fnac, hein. Bisous. Bisous. Do you want a balloon too, Georgie?